Marty Law. You don't ever bring him in alive, now do you, Jake? Well, when there's 3 of them and 1 of me. Spéculation by SoFilm, le podcast d'Emmanuel Burdeau, épisode 17. Aujourd'hui, un film américain qui était présent à la quinzaine des cinéastes l'an dernier. On avait pu le découvrir à cette occasion et le film avait fait grande sensation. Il s'agit de Riddle of Fire et nous recevons aujourd'hui, chose rare, son réalisateur américain Weston Razzouli. Emmanuel, je te laisse tout de suite la parole pour dire 2 mots et peut-être poser la première question parce qu'on va passer juste quelques minutes avec Weston. Enfin, 20 minutes quand même, une vingtaine de minutes. Voilà. En fait, on va faire pour une fois les choses en 2 temps. D'abord une vingtaine de minutes avec Weston Razzouli qui ensuite doit aller prendre son train pour retourner à Paris et continuer les avant-premières et la promotion du film qui sont assez intenses. Et puis nous, on aura encore une vingtaine de minutes pour discuter du film. En fait, Weston est là avec nous parce que hier soir à l'Eldorado, on enregistre, on est un peu en décalé, donc on était mardi 9 hier soir, avant-première du film. Et alors il y a une question qui vous a été posée, et moi je voudrais commencer par là. Bon, c'est un premier film, c'est une sorte pour le présenter très rapidement, vous l'avez présenté comme un néo-conte de fées, et puis on a compris aussi une chose que moi je trouvais très étonnante, c'est que vous avez déjà beaucoup de projets en cours, beaucoup de choses qui sont écrites, plus ou moins écrites. En revanche, vous nous avez dit très peu de choses sur votre parcours, les études que vous avez faites, ce qui vous a amené à faire du cinéma, comment tout ça vous est venu. Je pose cette question qui est sans originalité, mais aussi parce que le film est quand même très ancré dans un territoire, un imaginaire, un territoire d'abord qui est l'Utah. Là, vous avez grandi, voilà. Et moi, j'étais curieux de savoir d'où vous venez en fait, et d'en savoir plus. Oh, thank you so much. Alors, comme je fais la traduction aussi dans le sens, je me remercie. Merci beaucoup pour cette question. So I, kind of like most filmmakers nowadays, I got a small video camera for my 10th birthday and just started making tons of little short films. Et en fait, comme beaucoup des cinéastes d'aujourd'hui, en fait, ce qui se trouve, c'est que qu'on m'a offert une caméra vidéo pour l'anniversaire de mes 10 ans et que j'ai tourné plein de petits films, quoi. But even at 10, I wanted to make big movies with lots of special effects and things, so I did a lot of claymation. That's how I made big movies, quote unquote. A lot of? Big movies with I did claymation. Do you know that? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, yeah. With clay. Yeah, clay. D'accord, pardon. Clay animation. Et en fait, même quand j'avais 10 ans, mon ambition, c'était de faire des films, vraiment des gros films, pas juste des petits films d'enfants. Donc, pour réussir à faire ça avec les moyens que j'avais et mon âge, en fait, j'ai fait beaucoup d'animations en pâte à modeler. But yes, I'm from Utah. I'm from the mountains. I grew up in the mountains, skiing and hiking, exploring the woods, fly fishing. So a lot of that is the soul of my storytelling and writing. D'accord. Et en fait, si je devais résumer l'âme d'où vient ma façon de raconter des histoires et de faire du cinéma, c'est que moi, je suis originaire de l'Utah. Donc, c'est un État qui est très, très rural, très montagneux. Je vais en montagne, je fais de la randonnée, je skie, je pêche à la mouche. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. And yes, I have many projects and many scripts that I've been writing for a long time, but my biggest project that I'm leading up to is a high fantasy epic adventure that I've been writing since I was 7 years old. So. D'accord. Et en effet, j'ai beaucoup de scénarios que j'ai écrits, qui sont écrits en entier ou écrits simplement en partie. Mais il y a un projet en particulier, un très très gros projet que j'aimerais un jour mener à bien, qui est quelque chose que j'ai écrit depuis l'âge de 7 ans, qui est une sorte de gros projet de film d'aventure, d'heroic fantasy, voilà, un truc énorme. But then I didn't go to film school. I went to art school and studied illustration and graphic design and costume design, but with the intention to apply them to filmmaking. D'accord. Alors, j'ai pas fait l'école de cinéma, mais j'ai fait une école d'art. Et au sein de cette école d'art, ce que j'ai étudié, c'est l'illustration, le design. Oui, j'oublie peut-être une chose. Mais avec déjà l'intention d'utiliser ce que j'ai après dans cette école d'art pour faire des films. So after art school in San Francisco, I moved to Los Angeles, where I started to hustle like a young producer, trying to get my projects made, hustling very intensely with a cigar in my mouth and a cowboy hat, and with that kind of mentality of try to get my projects off the ground, if that makes sense. Et en fait, après donc avoir été à l'école d'art, fait mes études dans une école d'art à San Francisco, j'ai déménagé à Los Angeles, où j'ai vraiment essayé de faire le maximum pour harceler, d'aller trouver
des jeunes producteurs, et je l'ai fait avec un gros cigare aux lèvres, un gros cigare aux dents, un chapeau de cow-boy, voilà, me construisant ce genre de personnage pour essayer de faire décoller mes projets. Et did it work? Est-ce que ça a marché? Your strategy of big cigar and yeah, big cigar, big cowboy hat. Try a lot of like. My whole thing is in Hollywood at least is I play my own game, and I that's what I've learned. I didn't for many years, but I learned that to kind of get what you want, you have to play your own game in the world of Hollywood. So that's what's been the success for me. Alors je lui ai demandé si ça avait marché, sa stratégie, et sa réponse, c'est qu'en fait, ce qui a fini par marcher, c'est que j'ai compris, en tout cas, en ce qui me concernait à Hollywood, qu'il faut que je fasse les choses de ma manière, comme je veux le faire, que je joue mon propre jeu, et c'est tout. Et en fait, c'est ça, pour moi, qui a fini par fonctionner. Tu expliques que pour ce qui a présidé finalement au projet de Riddle of Fire, c'était un manque, que le cinéma d'aujourd'hui n'offrait plus d'aventures épiques, fantastiques, avec des personnages principaux tenus par des enfants. Est-ce que tu peux nous revenir là-dessus? Yeah, you're right. I think today there's just so many rules. There's so many rules with filming and shooting that it makes it really hard to do it. Alors, oui, vous avez raison. Et en fait, aujourd'hui, la réalisation des films, il y a tellement doit obéir à un si grand nombre de règles que c'est très difficile de faire ce genre de choses. For example, règles de loi, pardon. You only get a very, very small amount of hours to shoot with children. The idea of shooting a film with children riding motorcycles with no helmets was like really, it scared a lot of people. Et par exemple, quand on tourne avec des enfants, on ne peut tourner qu'un certain nombre d'heures par jour, un nombre assez limité. Et alors en plus, là, de tourner un film où on voit des enfants qui conduisent des motos et des motocross sans casque, ça c'est quelque chose qui a un peu semé la panique. So I think the logistical nature of it scares a lot of people away. But it felt like a project that I was confident in myself being able to do. And if I cast the right kids who had the right parents that were cool with everything and the kids were cool, then it would work out. Et en fait, tout simplement, c'est l'aspect logistique de ce genre de choses qui, je pense, dissuade beaucoup de gens de se lancer dans ce genre de projet. En ce qui me concerne, je me disais que si j'avais les bons enfants, avec les bons parents qui étaient d'accord pour ça, voilà, on pourrait le faire. But yeah, if there are adventure films these days with children, they're very too clean and too safe and they lack the danger and the grittiness of adventures of the past, I would say. Et aujourd'hui, quand on voit des films d'aventure avec des enfants, en général, c'est des films qui sont très, très propres, très, 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 très safe, quoi. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, ça manque de cette espèce le côté, il y a un mot que j'ai pas compris, je m'en excuse, mais voilà, le côté un peu rude et de l'aventure, quoi. So yeah, it was important to me to make a kid adventure that had the roughness and grittiness, simple things, for example, like the adults smoking cigarettes, kids with no helmets, a kid getting drunk, like it's a bit rough and things, but it makes for a great movie, in my opinion. Like those little things, yeah, meant a great world to watch. Et donc pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de faire un film d'aventure avec des enfants qui, au contraire, soit très, très cru, très rude, un peu, où on voit donc les enfants qui sont sur leur motocross sans casque, des parents des adultes qui fument, ou des enfants même qui se bourrent la gueule. Voilà, d'avoir toute cette chose. Pour moi, c'était nécessaire pour faire ce qui est, à mon sens, rend possible de faire un grand film. And some older children adventures, they sort of were very more uninhibited and had scariness and violence, and growing up as a kid watching these movies that had really dark moments of darkness and violence that were almost too intense were part of growing up, I think, and a good way to experience that. Yeah. Et en fait, c'est vrai que les films que moi j'ai pu voir un peu plus anciens quand j'étais enfant sur des films d'aventure avec des enfants, c'était des films dans lesquels il y avait les personnages n'avaient pas d'inhibition, ils faisaient des choses qui étaient très dangereuses, ils pouvaient mal se comporter. Il y avait des moments vraiment très sombres, et même des moments de violence qui peut-être étaient trop violents pour moi en tant qu'enfant. Mais voilà, ça fait partie de choses que j'ai vues et qui ont compté pour moi en tant qu'enfant et qui ont construit mon expérience du cinéma. Moi, il y a deux éléments qui m'ont vraiment frappé en revoyant le film, notamment. D'une part, le bestiaire.
le bestiaire, c'est-à-dire cette collection d'animaux qui habitent les bois, mais pas seulement les bois, aussi les maisons, et aussi le nom des personnages. Ils se nomment souvent comme par exemple les trois reptiles immortels, etc. Cette espèce de fusion entre l'humain et les animaux m'a paru passionnante. Et j'ai une autre question qui va aussi dans le sens peut-être d'une hybridation. C'est la question du genre. Il me semble que les personnages principaux, les trois enfants, il s'agit de 2 garçons et une fille, mais les 3 ont des prénoms de filles. Et dans le film aussi, les pères sont complètement absents. Il y a une disparition des pères. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi, finalement, du genre des personnages? Gender, pour le coup. Right. The first question, Animal Kingdom, cool. Yeah. Donc la première question sur ce royaume animal. Good question. Yeah, question. So this is not. It's not really meant to be something that's super symbolic, or I didn't think that much about it, other than kids think reptiles are cool, and they wear the necklaces that are animal. That are like alligator claws, so that was kind of the namesake for the kids. En fait, c'est pas vraiment quelque chose à quoi j'ai pensé dans une intention particulièrement symbolique. C'est juste que les enfants, en général, ils trouvent que les reptiles c'est super cool. Ils portent des colliers avec des petites griffes d'alligator. Donc voilà, tout ça, ça leur plaît beaucoup. But regarding the gender and the 2 boys have girls' names, which it's kind of a tradition in like American redneck world of like tough boys having girls' names. So it's a bit weird, and it's kind of funny, but it's sort of this thing where it's a tradition of like naming a boy with a girl's name. It's going to force him to be tougher and tougher because it's like he's kind of got to fight off all the people making fun of him for that name. So, yeah. Alors, si on était au débat d'hier, moi, je remettrais un pins parce que c'est une réponse magnifique. Alors, que je vais traduire, pardon. En fait, c'est vrai que les 2 personnages, les 2 garçons, ils portent des prénoms de filles, et que ça peut sembler un petit peu étrange, mais en fait, chez les rednecks, donc nous, ce qu'on appelle les ploucs, chez les ploucs aux États-Unis, ça peut sembler bizarre, mais c'est une tradition, en fait. C'est une chose qu'on voit souvent, qu'on donne des prénoms de filles à des garçons, dans l'idée que, ayant ce prénom, ils auront d'autant plus la volonté de s'affirmer comme garçons, parce qu'ils lutteront contre le côté un peu féminin, un peu fragile de leur prénom. Voilà, que ça me plaît, je trouvais ça intéressant. And then, as far as the girls go in the story, the girls kind of rule the story. Alice is kind of the unofficial leader of the 3 immortal reptiles. Anna Freya is the leader of the Hollyhock family, and then Petal kind of ultimately controls the story with her little fairy actions. Et alors, en ce qui concerne les filles, en fait, ce sont vraiment les filles qui ont le contrôle sur l'histoire. Alice, elle est d'une certaine manière le leader officieux, pas vraiment officiel, de la bande des 3 qui deviennent 4. Anna Freya, c'est elle qui règne sur la famille Hollyhock, right? Et puis à la fin, sa fille Petal devient, elle, d'une certaine façon, à travers son pouvoir, son personnage, un peu celle qui a le pouvoir sur l'ensemble. Yeah, but I love girl characters that are cool and tough, but tough without losing their style and femininity. I think those can go hand in hand very well, like toughness and femininity. So even though Alice is a badass girl who rides a dirt bike and shoots people with paintball guns, she still like bakes pies and has a good style, bob and sunglasses. So I don't like to sacrifice that style for tough femininity. En fait, en ce qui concerne les personnages, moi j'aime écrire des personnages. J'aime les personnages de femmes qui sont des personnages qui sont des femmes, des personnages féminins qui sont durs, mais qui sans perdre ce qui peut faire d'elles des personnages cool, ou leur style, la façon de se coiffer, etc. Par exemple, Alice, bon, elle est dure, elle conduit une espèce de sa moto, elle tire avec du paintball, tout ça, mais ça n'empêche pas qu'elle
qu'elle a un style féminin, qu'elle aime cuisiner des gâteaux, etc. Et moi, je pense qu'en fait, ce sont deux aspects qui peuvent très très bien marcher main dans la main, et j'aime bien les combiner. Le côté tough, vraiment, c'est un badass, donc c'est un personnage un peu dur, et en même temps, ça reste une petite fille. Bon, il nous reste plus que 3 minutes, donc est-ce que tu serais d'accord pour nous parler de ton prochain projet? Alors, toi, tu écris et tu réalises. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Parce que ce film-là, évidemment, nous donne très, très envie de te suivre à l'avenir. Yeah, definitely. Very excited for it. I can't... I've been told not to tell the title, but I'll tell you it's a Eurocrime film, sort of in the vein of many French films, like Plein Soleil, Purple Noon, as we call it. But it's a Eurocrime film that takes place in Spain, Barcelona, Madrid, Andalusia, and then also France, in Monaco, and then in the French countryside near Toulouse. Bon, je veux bien vous en parler. On m'a surtout recommandé de ne pas vous donner le titre, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film un peu criminel, un polar, qui se passe des Eurocrime qui se passe en Europe, un peu à la manière de Plein Soleil, un film qui se déroule en partie en Espagne, Madrid, Barcelone, l'Andalousie, et puis aussi à Monaco, et une partie dans la campagne, au nord de Toulouse. It will be a very stylized world and stylish kind of film, but a bit of a departure from Riddle of Fire in that this next film is very, very adult. Lots of violence, sex, and drugs, and very, very intense, like with those elements, those themes. Yeah. C'est un film qui va se dérouler dans un monde un peu stylisé, dans un monde fantasmé, mais c'est quand même un film qui va être assez, sinon très différent de Riddle of Fire, en ce sens que c'est vraiment un film pour adultes, un film d'adulte avec beaucoup de sexe, drogue, violence. Donc voilà, vraiment un film dur d'adulte. The script is written. I'm doing a final rewrite on it next month, and then we will be getting the financing together, and then hopefully shooting. I don't know, around maybe by the end of the year, but I wouldn't mind going a little bit later. But yeah, it'll be out, I think, hopefully sometime 2025, late 2025, maybe. Yeah. Ok. Le scénario est écrit. Il reste encore une grande session de réécriture que je vais faire le mois prochain. Ensuite, on va lancer le financement et tout ça, avec peut-être l'idée de tourner le film à la fin de cette année. Mais si ça devait être au début de l'année prochaine, moi, ça me dérange pas d'attendre un petit peu. On peut imaginer que le film sortirait à la fin de l'année 2025. But it's kind of like my version of James Bond, but like James Bond with characters from Scarface or something. It meets Plein Soleil. Yeah, that's kind of the vibe. Alors, pour vous résumer un peu l'esprit du truc, c'est un peu ma propre version de James Bond, mais en fait, ce serait un James Bond avec des personnages venus de Scarface, Scarface de Howard Hawks, je sais, parce qu'on en parlait hier soir. Et tout ça rencontrant un peu Plein Soleil, voilà, pour vous résumer. And do we already have a date for a screening at the El Dorado? Oh, we could set it now. Ouais. Yes, I would love to. Absolutely. Bon, ben, yeah. on a le temps. Non, on n'a pas. On va libérer Weston oui, parce qu'il faut qu'il aille prendre faut pas qu'il rate son son train. Merci beaucoup, Weston. Merci beaucoup. Thank you so much to everyone, the El Dorado. And, very, very happy to be here. Thank you. Merci. Nous allons reprendre tous les deux. Weston est en route vers la gare. C'est déjà plein d'enseignements, tout ce qu'on vient d'entendre. Une chose dont on n'a pas parlé, il y en a plein, mais peut-être un des trucs les plus éclatants quand on découvre le film, c'est sa beauté plastique. Il est tourné en 16 mm. Il a fait le choix de la pellicule et puis d'une certaine forme artisanale, parce qu'il y a beaucoup de faux raccords, ou peut-être de répliques pas tout à fait bien jouées, mais qui décident de conserver au montage. Alors aussi peut-être pour des raisons pratiques, parce que c'est un budget plutôt pauvre. Donc il nous a expliqué hier qu'il pouvait faire que 2 prises par scène, pas plus, pour des raisons économiques. Et entre autres, en rapport avec ce qu'il disait tout à l'heure, parce que il tournait avec des enfants, et que donc les enfants peuvent tourner la législation de la fameuse SAG dont on a beaucoup parlé, la Screen Actors Guild. Les enfants peuvent tourner que 8 heures par jour, et dans les 8 heures, on compte aussi le temps. Le compte à rebours commence quand ils quittent leur hôtel, et le compte à rebours s'arrête lorsqu'ils rentrent à l'hôtel. Donc il faut enlever 1 heure de chaque côté. Donc on a 6 heures, et c'est pour ces raisons-là, entre autres, qu'il a dû s'en tenir à faire 2 prises. Bon.
Mais il disait une chose... alors, je pensais à un truc à l'instant. Moi, j'ai découvert le film assez tard, ces jours-ci. Évidemment, j'en entends parler depuis à peu près 1 an. Depuis 1 an, quasiment jour pour jour, puisqu'on est vraiment dans le moment là, des sélections cannoises. Donc, le film a été sélectionné à la quinzaine des cinéastes, pardon. Il a fait la couverture des Cahiers du cinéma, ce qui est évidemment pas rien pour un premier film. Et moi, une chose qu'on m'avait beaucoup dite, c'est qu'il y avait quelque chose dans le film ou chez lui qui faisait penser à Tarantino. Et c'est vrai que là, en le rencontrant hier et en entendant sa façon de parler, il a en effet quelque chose de Tarantino. Et j'y pense parce que quand un spectateur hier l'a interrogé sur le choix du 16 mm, il y avait vraiment quelque chose dans sa réponse que je trouvais dans le choix des mots et dans le plaisir presque gourmand, on va comprendre pourquoi, à choisir ce mot-là, m'a également rappelé Tarantino. Il a dit que la raison pour laquelle il avait choisi le 16 mm, c'est parce que le 16 mm lui semblait être le meilleur beurre possible qu'on pouvait choisir lorsqu'on cuisinait un plat et que ce plat était un film. Et là, je trouvais, voilà, c'est le genre de métaphore qu'on pouvait trouver chez Tarantino. Bon, mais laissons ça de côté. Encore que dans le film aussi, j'étais très frappé. Bon, on dit les choses un peu en vrac, peu importe. Et puis, j'espère que ça donnera envie à des gens d'aller voir le film, qui est très beau. J'ai le sentiment que le dernier épisode, on a donné envie à des gens d'aller voir le Los Delinquentes. En tout cas, plusieurs personnes me l'ont dit, et ça fait vraiment plaisir. Ce qui m'a fait penser aussi à Tarantino dans le film lui-même. Le film commence avec... il est chapitré. Bon, c'est pas réservé à Tarantino, mais quand même. Il commence avec ses 3 enfants. Ils sont 3, ils vont devenir 4 beaucoup plus tard, mais 3 enfants qui commettent un vol, n'en disons pas plus. Et puis, à un moment, on change d'univers. On passe de ces enfants à la famille Holyoke, le gang des lames, tu te souviens, toi ? Des lames ensorcelées. Des lames ensorcelées. Et j'ai trouvé que cette manière de recommencer le film d'une certaine manière à zéro et d'être de plein pied, comme on est de plein pied avec les 3 enfants, d'être également de plein pied avec un autre ensemble de personnages, un autre gang. C'est-à-dire cette espèce de confiance en la capacité du spectateur à tout à coup faire un virage presque de 90 degrés, parce qu'il se trouve qu'en plus, ce gang, là, le deuxième, est plutôt les antagonistes, même s'il n'y a pas des gentils et de méchants, enfin, c'est quand même plutôt les antagonistes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans une espèce de foi assez tarantinienne dans la capacité de raconter, et puis de raconter une chose, puis on raconte autre chose à partir de zéro, avec la même conviction, la même foi, et puis ensuite, les deux vont se rencontrer. C'est vrai que le film, il est très... Alors, une autre comparaison qui est beaucoup revenue ces jours-ci, pendant le débat, et entre nous aussi, et qu'on peut faire ici parce qu'il s'agit d'un film. Un autre film de la quinzaine des cinéastes, et un film dont on a parlé ici, dans ce podcast, c'est The Sweetest, le film de Sean Price Williams, qui est également un premier film. Et c'est vrai qu'on peut les rapprocher parce que l'un et l'autre sont des contes de fées. Weston Razzoli, lui, il parle de néo-fairy tale, de néo-conte de fées, comme le néo-western ou le néo-noir. Et puis l'un et l'autre film sont construits un petit peu, on pourrait dire, un peu, parce que justement ce qui est intelligent dans Riddle of Fire, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout là-dedans, je trouve, parce que ça deviendrait un procédé sur un phénomène un peu de charade, parce que dans le film, en fait, les enfants veulent obtenir quelque chose, et pour obtenir quelque chose, ils doivent obtenir une deuxième chose, pour obtenir une deuxième chose, ils doivent obtenir une troisième, pour obtenir une troisième, ils doivent obtenir une quatrième. Voilà, et à un moment, je redoutais que ça devienne un peu systématique, et en fait... Oui, c'est que la première partie du film. C'est que la première partie du film, ensuite ça devient autre chose, absolument, ensuite ça devient tout à fait autre chose, c'est vrai, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance... oui, effectivement, un choix une sorte d'esprit amateur, que revendiquait aussi Sean Price Williams, même s'il a travaillé beaucoup dans le cinéma professionnel comme chef opérateur. C'est pas le cas de Weston Razzoli. C'est quand même incroyable de s'appeler Weston Razzoli, quoi. C'est quand même mieux que je donnerai pas de nom de cinéaste français, mais enfin c'est quand même mieux que Claude Lelouch, voilà. C'est quand même incroyable comme nom. Weston Razzoli, c'est magnifique. Et Hervé Aubron de la quinzaine m'avait prévenu, c'est son vrai nom, ne fais pas l'imbécile, c'est pas un pseudo, ne lui demande pas de paire de chaussures, c'est vraiment son nom, c'est Weston Razzoli. Merci Hervé. Je sais plus où j'en étais, je te laisse enchaîner. Non, mais c'est très étonnant de réussir à faire un film qui est... Moi, ce que je redoutais un petit peu, et ce que je pense avoir...
tu seras sans doute pas d'accord, ou peut-être pas d'accord. Ce que je redoutais un petit peu et que j'ai un peu trouvé au début du film, il m'arrive, mais je sais jamais d'ailleurs si j'ai raison ou pas, de redouter une forme de joliesse. Voilà. En me disant, alors c'est marrant parce que je suis toujours partagé entre deux trucs. Je me dis, est-ce que quelqu'un qui fait un conte de fées aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, comment dire, pour le dire, mais je le dis pas du tout ironiquement, quelqu'un qui aurait réussi à garder un esprit d'enfant, donc qui est simplement quelqu'un dont c'est la sensibilité, ou est-ce que c'est quelqu'un aussi qui arrive à avoir l'intelligence des conditions dans lesquelles ce genre de choses qui est tellement loin de l'époque est possible. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est juste, disons, un goût personnel, ou est-ce que c'est beaucoup plus... Voilà. Et à un moment, pendant un temps, je me suis dit, ah oui, c'est un peu mignon, c'est un peu... Voilà, j'ai pensé un peu à Wes Anderson, que je peux admirer parfois, mais aussi parfois... Et il m'a semblé que Alors, il en a parlé dans l'entretien, mais c'est aussi effectivement un film qui essaie de lutter contre ça. C'est-à-dire qu'il va vers quelque chose de plus dur, sans en même temps être du tout dans un récit ou dans un discours qui serait celui de la désillusion. Voilà. Mais il essaye, le film, quand même, leur fait vivre des choses qui sont, comme il dit, un peu tough, un peu rudes, un peu... Voilà. Oui, l'image de l'enfance qui est développée, c'est quand même pas le premier âge de la vie naïf, avant qu'on fabrique un être humain adulte. C'est ça qui est très très beau dans le film, c'est qu'il développe des obsessions enfantines. Oui. Par exemple, on parlait du côté gourmand du film, oui. Toutes la tarte à la myrtille, la recette de la tarte à la myrtille, les pince de crabe, ce génial feu de camp là, avec cette poêle où il y a l'enfant vient pour voler quelque chose. Ils sont en train de retirer des saucisses, des œufs parce qu'il a faim, donc il finit par. Et ça, au lieu de sauver sa peau, il préfère s'attabler parce qu'il peut pas, il succombe tout de suite à la gourmandise. Là, il y a quelque chose qui est finalement peut-être le propre de l'enfance, mais de rapport direct aux choses qui seront perdues peut-être plus tard. Donc c'est. Oui, non, mais c'est vrai. Bon, de toute façon, c'est un rapport très intelligent. Enfin, c'est la reconstruction d'une certaine enfance qui va s'attaquer au monde adulte, presque. Oui, gang vrai. Contre gang. Hein, c'est vrai. Quasiment. C'est ce qu'il disait hier, en effet. Ouais. Bon, là, on fait un peu une espèce de débrief. Donc, les gens qui écoutent referont leur montage avec leur propre logiciel chez eux à la maison. Mais il y a une chose alors, ce que je veux dire, c'est très très simple, mais à mon avis, c'est tellement simple que ça risque de pas être tellement relevé. C'est que l'argument du film, c'est que les enfants veulent jouer aux jeux vidéo et ils découvrent, on peut le dire, c'est la première minute, ils découvrent qu'ils n'ont pas accès à la télé parce que la mère a installé un code, un mot de passe pour avoir accès à la télé. Donc à partir de là, la mère va dire que je vous donne le mot de passe à la condition que, puis, etc., etc. Et il y a un truc très simple, mais moi auquel j'ai été sensible, c'est que au lieu de jouer aux jeux vidéo tout le week-end, ils vont donc partir à l'aventure dans la nature. Et on pourrait croire, alors pas tant que ça, mais un peu, que le film joue l'opposition entre le jeu vidéo, comme on va dire absence d'expérience, et l'expérience naturelle, alors qu'en fait, c'est tout simple, mais moi je veux dire que c'est une idée qui m'a beaucoup plu, alors qu'en fait, ce qu'ils vont vivre est aussi de l'ordre d'un jeu vidéo. Voilà. Donc il n'y a pas une opposition qui serait un peu grossière et un peu facile entre la vraie expérience de la vie et l'intérieur et l'extérieur. En fait, non. Le film lui-même, on a très bien parlé hier pendant le débat, est construit et influencé beaucoup par le jeu vidéo. Donc ça, je trouve que c'est une idée très, très belle de dire qu'il n'y a pas d'opposition nette entre les deux. Il n'y a pas le vrai monde et le faux monde, les machines et l'école buissonnière. En fait, non. Et le film, de ce point de vue-là, il a ce côté... Alors, peut-être, je ne sais pas, peut-être d'autres films vont vous dire qui inviteront à prolonger la réflexion, à la préciser. Il a ce côté aussi un peu dont on parlait à propos de Sweetest. Il est de plusieurs époques à la fois aussi. Et d'ailleurs, il en a. C'est une chose que je tiens à redire parce que j'ai beaucoup aimé quand il en a parlé hier. Il disait que une des choses qui avait guidé son choix des enfants et qui lui avait donné confiance le fait que ça pouvait marcher. Ce qui n'était pas du tout gagné, notamment parce qu'il a choisi des enfants séparément sans du tout voir si entre eux ça fonctionnait. Voilà. C'est qu'il avait le sentiment que ces enfants, on aurait pu aussi bien les voir dans un film des années 20, a-t-il dit, années 20 du XXe siècle, années 20-30, que dans des films des années 90, disons de ce cinéma de
de l'enfance et de l'adolescence qu'on connaît un peu mieux, enfin années 80, 90, Stand By Me, les Goonies, etc. Et qu'il aimait, et que ça lui plaisait, cette idée que ses enfants puissent correspondre à des imaginaires de différentes époques. Et c'est vrai, je trouve qu'il y a ça dans le film, et même si, pour plein de raisons, lui n'aime pas tellement qu'on le compare à The Sweetest, mais là aussi, l'usage du téléphone portable est très étonnant, parce qu'il y a tout un moment pendant le film où ils sont en forêt, en montagne, et où il n'est pas question de téléphone portable, parce qu'on dit on capte rien, et puis subitement, ils redescendent, et ils ont besoin d'une voiture, et pour démarrer une voiture, ils font une recherche au téléphone, et la réponse arrive tout de suite. Donc il y a cette espèce de télescopage que je trouve assez beau aussi d'époque. Ouais. On se dirige déjà vers la fin de ce podcast, mais peut-être juste une petite réflexion. Moi, il me semble que autant où parfois on peut s'interroger sur le côté viscéral de passer par le film quand on a des choses à dire chez certains cinéastes qui sont nos contemporains, chez Weston Razzouli, on a le sentiment qu'il a un rapport vraiment viscéral au filmage, au fait de filmer. Alors là, tout à l'heure, il nous expliquait que c'est depuis l'âge de 10 ans qu'il filme et qu'il bricole du cinéma. On sent que chez lui, ça pourrait pas passer par un autre mode d'expression. Il y a un truc très, très direct, très instinctif, organique. Et ce qu'il disait aussi là, pendant qu'on le raccompagnait à la voiture, c'est qu'il écrit énormément. Il l'a dit, mais il confirmait qu'il écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je lui demandais s'il avait pensé même à un moment peut-être devenir écrivain et être publié. Et bon, là aussi, c'est des choses qu'on a pu entendre de la bouche de Tarantino quasiment mot à mot, qu'effectivement il adorait écrire, mais que ce qu'il aimait particulièrement, c'était de savoir que ce qu'il allait écrire, ce qu'il avait écrit, allait devenir un film. Voilà. Et c'est une chose qu'il nous a dite aussi un tout petit peu différemment, qui m'a frappé. Il a été interrogé hier, évidemment, sur son rapport au conte de fées. Et il a dit que son attachement au conte de fées venait du fait qu'à son sens, le conte de fées était ce genre qui réunissait tous les genres, que c'était une sorte de super-genre ou de sur-genre, que dans le conte de fées, il y avait du drame, il y avait de l'histoire d'amour, il y avait de l'action, il y avait de l'aventure, il y avait de la magie, et que c'est pour ça que... Voilà. Effectivement, on sent... puisqu'à chaque fois que nous l'avons interrogé ou que d'autres l'ont interrogé sur les projets à venir, il disait oui, alors j'ai un projet qui peut être comme ça, j'en ai écrit 4 ou 5, il y en a un jour qui peut-être sera une espèce... Et oui, on sent qu'il a, pour reprendre notre métaphore, ta métaphore culinaire qui me semble être très, très appropriée, il y a un appétit incroyable, effectivement, il y a un appétit qui est très, très, très fort. Ouais. Bon ben voilà, vous l'aurez compris, c'est encore une recommandation, hein. Je pense qu'on courez voir ce film, ça sort le 17 avril. Riddle of Fire. Voilà. Et alors là, sans doute que l'épisode 18, puisque là on entre vraiment dans cette période un peu particulière et qui est souvent un peu de ventre mou en termes de sortie, qui est la période qui précède immédiatement Cannes. Sans doute que le prochain épisode on parlera de l'Eldorado, pas seulement, mais de l'Eldorado en partie, mais de ce que c'est qu'une salle de cinéma aujourd'hui. Oui, une salle de cinéma, mais aussi on pourra parler un peu de politique culturelle en matière de cinéma, des festivals. Donc avec Rachida Dati peut-être, qui sait. Et un peu de la critique aussi, du rôle de la critique. Bon, d'accord. Et peut-être on passera, si on peut, peut-être un extrait, ça pourrait être intéressant, de cette émission que tu as réécouté récemment, l'émission de Serge Danet, une fois de plus, de 87, où avec Dominique Paini et Roger Diamantis, il faisait le point, disait-il, le point en 2 émissions, donc en 1h30, je dirais, sur la situation de l'arrêt-essai. C'est très frappant de voir qu'en 87, les questions qu'on posait sont quasiment les mêmes qu'on se pose plus de 35 ans plus tard. Exactement. Bon, suite au prochain épisode. Merci Emmanuel. Bounty law. You don't ever bring them in alive, now do you, Jake? When there's 3 of them and 1 of me.